Bonsoir à tous et bienvenue pour cette conférence sur l'alimentation vivante, un sujet qui est qui intéresse beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Et il y a des enseignements esséniens sur le sujet. Il y a des enseignements des Esséniens d'hier qui ont été beaucoup interprétés, beaucoup utilisés. Puis il y a des enseignements des Esséniens d'aujourd'hui. Et on va voir les réponses que ça peut apporter et ce que ça peut nous dire. Alors, en principe, j'aime bien remonter à l'origine d'une chose parce que nous, les humains, on a tendance à interpréter, transformer, dire notre opinion et vivre avec des choses. Et donc, on les transforme avec le temps. Et tout ce qui concerne l'alimentation, c'est énormément transformé en fonction de notre culture, de notre époque, de nos croyances, de nos besoins, de nos préoccupations. Donc, j'aime bien retourner à l'origine des enseignements esséniens sur l'alimentation. Parce que ça se déforme beaucoup. Et pour illustrer mon point, il y a ce qu'on appelle maintenant l'orthorexia nervosa, c'est-à-dire que ça peut devenir une maladie mentale de vouloir manger bien, au point que ça devient une obsession, au point que ça devient destructeur, au point que ça devient invivable pour les personnes qui en souffrent comme pour leur entourage, l'obsession de tout peser, de tout mesurer, en permanence se demander si on mange bien. Donc ça veut dire que même quelque chose qui devrait être une source de santé, une source de bonheur, finit par devenir une maladie. Donc ça veut dire que même les meilleures choses, on peut en faire quelque chose de pas positif. On a un rapport avec l'alimentation en Occident qu'on peut avoir oublié, mais qui depuis des siècles et même des milliers d'années est conditionné par nos religions, nos traditions, nos spiritualités, nos chamanismes. La plupart des sociétés humaines, elles ont des interdits. Il faut manger ça, il ne faut pas manger ça, on mange de telle façon. À cette période de l'année, on mange telle chose ou on ne mange pas. Alors, j'ai pris ici les 3 grandes religions issues du livre, mais dans toutes les traditions, vous avez des tabous, des interdits, des cycles alimentaires et des choses comme ça. Alors, vous avez la bénédiction des repas de Pâques, par exemple, chez les orthodoxes, les musulmans qui se réunissent pour manger à la tombée du jour pendant le ramadan, le repas du Shabbat chez les Juifs. Donc notre relation à la nourriture, depuis très très longtemps, elle a été conditionnée par des règles. On a des règles d'alimentation. En Europe, par exemple, au Moyen-Âge, on sait que le christianisme, l'Europe chrétienne, elle avait un nombre de jours dans l'année énorme. C'était quasiment 6 mois de l'année qui étaient soumis à des règles alimentaires strictes. Ça veut dire qu'un jour sur 2, quasiment, on ne pouvait pas manger ce qu'on voulait. Par exemple, 2 jours par semaine, il fallait ne pas manger de viande, à moitié jeûner, etc. Il y avait les carêmes et tout ça. Donc, on a un rapport à la nourriture qui est énormément imprégné de ça. On l'a oublié peut-être depuis une centaine d'années qu'on vit dans une société qui est commerciale. On a des supermarchés, il y a de l'industrie agroalimentaire qui veut nous faire manger tel ou tel aliment. Mais on a un rapport avec la nourriture qui est très profondément ancré d'un sentiment de oui, non, d'accord, pas d'accord, possible, pas possible, d'interdit et de choses comme ça. C'est déjà très très ancré à l'intérieur de chacun de nous. Et dans un contexte au début du siècle où les religions sont en train de disparaître, il y a par exemple, je vais vous en citer plusieurs, Edmond Bordo-Zekeli, qui est un chercheur linguiste, qui découvre des manuscrits esséniens à la bibliothèque du Vatican et qui traduit, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce livre, personne n'en a jamais parlé, il traduit donc des vieux manuscrits qui datent de même avant Jésus-Christ et qui donnent toutes sortes de conseils alimentaires, quoi manger, quoi pas manger, etc. Et ça se place faut l'imaginer dans les années 20 et 30 où il y avait une industrialisation très forte, les produits chimiques qui arrivaient en masse, le plastique qui se répandait de plus en plus. Et lui va à contre-courant complètement. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des plus importants. Et il traduit des manuscrits esséniens qui disent il y a 2000 ans, des êtres qui vivaient en Palestine avaient des règles alimentaires et même des règles d'hygiène corporelle. Ils devaient vivre avec la nature. Par exemple, ils s'exposaient au soleil, ils se baignaient dans l'eau, ils cherchaient à communier avec la nature, les anges qui étaient dans les éléments, dans la nature qui les entourait. Et donc, on sort complètement du christianisme qu'on connaissait à l'époque et on redécouvre des choses spirituelles, ésotériques, mystiques qui sont associées à la nourriture. Donc, dans ces manuscrits esséniens, par exemple, on dit qu'il ne faut pas manger d'animaux morts,
qu'il faut se nourrir de graines qui sont cuites au soleil, faire du pain essénien et tout ça. Donc ça, c'est pas Bordo Sekeli qui a donné naissance, mais il a énormément participé à l'émergence d'un courant complètement différent qui, vous avez ici une photo des années 30, des gens qui sont tout nus à la plage, qui vont se mettre nus dans la nature, qui se baignent dans la mer, qui prennent des bains de soleil. C'était complètement novateur comme façon de vivre. Parce qu'on sortait du christianisme, vous imaginez, on sortait des pratiques religieuses exclusives, et tout d'un coup, le corps était plus seulement... le corps, c'était le péché, l'origine du mal. Il fallait pas trop avoir de plaisir parce que c'était dangereux. Il fallait attendre de mourir pour aller rejoindre Jésus au paradis. Et là, tout d'un coup, on voit des manuscrits anciens, des Esséniens qui disent le corps, il faut vivre avec les anges, le faire communier avec la nature et tout ça. Donc, un rapport avec la nature qui est extrêmement différent et qui est même positif. Le corps peut être une source et être en santé avec son corps, c'est un objectif. Alors c'est vraiment un changement d'attitude très très important. Vous avez bien sûr le grand maître essénien Rudolf Steiner, à la même époque, qui écrit des livres. Alors lui, il faut voir qu'il est né vraiment dans l'Allemagne, 1900, 1910, 1920, 1930. C'est une époque où l'Allemagne s'industrialise à 200%. On industrialise l'agriculture, on crée des énormes usines, des complexes pétrochimiques, on invente les engrais chimiques. L'Allemagne, c'est le fer de lance de tout ça. On prépare la guerre, on fait une première guerre mondiale, une deuxième. Tout ça arrive, on est dans cette ambiance-là. Et lui prend le contre-pied complet et il enseigne complètement autre chose. Et il enseigne un rapport du corps avec la nature qui n'est pas dans l'idée que l'homme doit inventer des produits chimiques et des technologies pour maîtriser la nature. Ça, c'est son pays, le pays dans lequel il est. Lui, il dit non, pas du tout. La nature est vivante. Il faut collaborer avec les esprits de la nature, par exemple dans l'agriculture. Il fait l'agriculture biodynamique, qu'il appelle. Il crée des soins de santé avec Velleda, des produits. Et dans les produits, les shampoings, les crèmes pour le corps, il dit il ne faut aucun produit chimique. À l'époque, personne ne comprend pourquoi il fait ça, parce qu'on n'a pas encore eu la pollution. On ne sait pas encore que les produits chimiques peuvent être toxiques et tout ça. Et il crée aussi l'eurythmie, qui est une danse sacrée, méditative, artistique, théâtrale, dans laquelle le corps est un instrument de l'esprit. Il réinvente complètement la vie. Et il se place aussi à une époque où il y a ce qu'on appelle l'exode rural, c'est-à-dire que les gens quittent les campagnes en masse pour faire grandir les villes. Les villes explosent en population. Et à cette époque, c'est là qu'est apparu le mot « le progrès ». C'est le progrès, c'est normal, c'est le progrès, on ne peut pas arrêter le progrès. Vous connaissez cette expression, on n'arrête pas le progrès. C'est un mantra. C'est un mantra pour nous programmer à ne pas remettre en question la direction dans laquelle on va. On n'arrête pas le progrès, il faut te résigner. Lui, il est vraiment au cœur de cette situation. Et il y a un autre grand maître essénien, bien sûr, qui s'appelle Peter de Nof, qui vit à la même époque que Rudolf Steiner, qui vit lui en Bulgarie. Lui, il est issu d'un milieu orthodoxe très très religieux. Il a une éducation classique de haut niveau dans l'orthodoxie. Il a fait des études de médecine, il est venu aux États-Unis, puis il est retourné en Bulgarie parce que ça ne lui a pas plu. Et lui, il enseigne une chose. Alors, il régénère complètement l'enseignement essénien et il enseigne que Dieu se trouve dans la nature et que Dieu se trouve dans la fraternité humaine. Et donc, il enseigne à ses élèves à aller systématiquement dans les montagnes, vivre plusieurs mois dans la nature à haute altitude, et donc à chercher Dieu et l'expérience du divin dans la nature, avec l'eau, avec le ciel, avec les montagnes, avec le soleil qui se lève. Ça, c'est une grande méthode qu'il enseigne, de regarder le soleil se lever le matin et de chercher à voir Dieu aussi dans le soleil et à l'intérieur de soi. Et il enseigne énormément le grain de blé. Il en a parlé toute sa vie comme un objet de méditation. Il dit, regarde un grain de blé, concentre-toi dessus, regarde-le germer. À l'intérieur de toi aussi, il y a un grain. Il enseignait le végétarisme, donc beaucoup de principes alimentaires. Et dans les écrits esséniens qu'a traduit Bordo Sekeli, on trouve cette idée des Esséniens d'il y a 2000 ans, que dans le grain de blé, il y a un secret, de faire germer la graine. C'est ce qui a donné cette mode aujourd'hui de faire des graines germées, de se nourrir des graines germées. Et donc, Peter de Nof meurt en 1944, en même temps que Hitler à peu près, quand la guerre est quasiment finie.
la Deuxième Guerre mondiale. Et tout son enseignement de fraternité universelle et tout ça va rencontrer un écho très 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 important en Occident. Et selon moi, l'émergence du Flower Power dans les années 60-70, toute cette génération qui a eu une aspiration à la fraternité universelle, une connexion universelle et tout ça, c'est l'écho de tous ces enseignements qui ont été donnés dans les années 20, 30, 40. Et donc son élève, Omra Mikhaëla Ivanov, est parti en France et a poursuivi l'enseignement. Il a transmis, il a partagé l'enseignement qu'il avait reçu de Peter de Neuf. Et lui aussi a eu un impact colossal dans les années 70-80 en France, surtout le mouvement biologique, végétarien, retour vers la nature, relation vivante avec la nature. Il a notamment enseigné ce qu'il appelait le yoga de la nutrition. C'était la méthode que Peter de Neuf lui avait enseignée, c'est-à-dire que quand tu manges une alimentation végétarienne, tu dois manger le plus possible en conscience. Parce que tu dois t'éveiller, il y a un grand mystère dans la nutrition, dans le fait de se nourrir de quelque chose. Tu peux avoir des grandes prises de conscience et la façon dont tu manges va impacter ce qui se passe dans ta vie, même intérieure, subtile. C'est-à-dire que la façon dont tu manges impacte même tes pensées, tes sentiments. Il a enseigné ça pendant 50 ans. Donc son impact a été mondial parce qu'il a fait une œuvre extraordinaire de traduction. Ses disciples ont traduit tous ces enseignements. Et donc des millions de gens de par le monde dans toutes les langues ont eu accès à ces enseignements. Donc pour moi, ce sont vraiment des grands jalons au XXe siècle qui ont favorisé l'émergence de ce qu'aujourd'hui on connaît sous forme de manger bio, manger végétarien, manger vivant. Alors, il faut quand même voir que tout ce dont je viens de vous parler, ça se passe à l'époque où il y a, comme je vous ai dit, l'exode rural. On quitte les campagnes pour s'installer en ville. Et je vous ai mis 3 illustrations pour ça. Vous avez une illustration très ancienne de fabricants d'engrais. Vous avez le mari, la femme. Donc la femme, elle a les mains jointes en prière. Et le mari lui montre des champs. Et grâce aux engrais en sac, les engrais chimiques, vous avez vu d'ailleurs, c'est écrit en gros, engrais et produits chimiques. Parce qu'à l'époque, c'est quelque chose de positif, les produits chimiques. Donc grâce à ça, on va avoir l'abondance. Et donc, tes prières, qu'on ait toujours de la nourriture pour nos enfants, qu'on ne connaisse plus la famine, vont être exaucées grâce aux engrais chimiques. Donc ça, c'est vraiment toute une période. Et en même temps, vous avez Edmond Bordeaux-Sekeli, Rudolf Steiner qui disent il ne faut pas utiliser d'engrais, il faut utiliser des produits naturels et collaborer avec la nature. C'est complètement différent comme attitude. Vous avez ces grands ensembles qui datent des années 50-60 en France pour faire face à cet exode rural et à l'explosion de la population du baby-boom. Il faut loger les gens et à l'époque, on pense que de loger les gens dans des grands blocs avec un coût de revient réduit, ça va être très bien, ça va être mieux. On sait très bien que 10-15 ans plus tard, déjà, ça commençait à créer des problèmes. Puis vous avez 2 publicités pour le sucre, des publicités françaises des années 50-60. La secrétaire qui tape, la dactylo qui tape comme une dingue et qui dit « Faites comme moi, mangez du sucre ». Et vous avez vu le slogan « Mangez du sucre, le nerf de l'effort ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Madame, on vous impose des cadences de travail infernales, il faut fournir, il faut être rentable plus. Vous n'y arrivez pas, bien sûr. Mangez beaucoup de sucre et vous aurez de l'énergie. » Et vous avez l'ouvrier, bien sûr, fourbu, mangez du sucre, du nerf à l'effort. C'est la campagne de publicité pour encourager les travailleurs français à fournir plus pour ce système qui est mis en place en mangeant du sucre. Donc, les Esséniens suivent des règles de vie qui sont issues de la nature, parce que la nature, c'est ce qui est stable, qui ne change pas, au-delà des modes, des périodes, des époques. La nature, elle a une grande constance. Et si elle te dit quelque chose, elle te montre une loi de la vie, c'est intéressant de la suivre et de la respecter, de l'étudier, de la comprendre et de la mettre en pratique, parce qu'il y a de grandes chances pour que ce soit intéressant pour toi. Parce que si c'est naturel, ça a fait ses preuves. Ça ne va pas changer dans 10 ans. Donc on a notamment 22 règles de vie de l'eau qui sont d'ailleurs un peu précisées, c'est pour ceux qui veulent en savoir plus dans une autre vidéo. Et l'une de ces règles de l'eau, c'est « N'attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort, mais communie tous les jours en conscience avec la vie afin qu'elle s'anime en toi. »
Et c'est de ça dont on va parler parce que c'est intimement en rapport avec le sujet de l'alimentation vivante. Alors, je vous représente ici la roue médecine des Esséniens, c'est l'homme dans ses dimensions plus subtiles. Et vous voyez, vous avez ce qui est le plus accessible directement quand même, nos actes, nos désirs, nos sentiments, nos pensées. La plupart des gens, si on leur parle de ça, quand même, ils en sont pas mal conscients. Au-delà de ça, plus profondément, vous voyez, on va vers le centre du cercle, il y a la conscience supérieure, une grande conscience à l'intérieur de toi. Et au-delà de ça, il y a les lois universelles. Les 22 lois, les 22 règles de vie de l'eau, dont on va en parler d'une, c'est ici qu'elles se situent. C'est des grands principes, un petit peu comme si on parlait d'architecture. Tu vois ta maison, eh bien si tu la désosses complètement, tu vas finir par voir qu'il y a une architecture essentielle qui tient toute la bâtisse. Le reste, c'est de l'habillage. C'est sur cette charpente que ta maison est construite. D'accord ? Donc dans la nature, il y a des lois comme des lois de la géométrie, par exemple. Si tu veux faire un carré, il n'y a pas 10 façons de le faire, il n'y en a qu'une. Si tu veux qu'un objet tienne debout, il faut suivre certaines lois de la vie, de la géométrie. Donc les lois universelles dont on va parler, comme les lois de l'eau, ce sont des lois qui concernent tout le monde. Donc ce n'est pas l'idée de contraindre les êtres ou de faire peur aux gens. C'est juste que dans la vie, il y a une charpente. Dans l'univers, il y a une charpente. L'univers est construit d'une certaine façon. Et donc, tu as intérêt à suivre ces lois. C'est dans ton intérêt à toi. Donc, ces 4 centres d'activité qu'on a, nous, pensée, sentiment, désir, acte, ils engendrent des causes et des effets. En fonction de ce que tu penses, il va t'arriver des choses. En fonction des sentiments que tu entretiens, il y a des choses qui vont te revenir. En fonction des désirs que tu as, il va t'arriver certaines choses. Et bien sûr, en fonction des actes que tu poses, ça va revenir dans ta vie. Et il y a 3 activités principales que nous avons qui fonctionnent à double sens. La pensée, la respiration et la nutrition. Ils fonctionnent à double sens, c'est-à-dire qu'il y a comme une circulation qui va vers l'extérieur et des choses qui viennent vers toi. Et voilà comment ça s'articule. Tu vas attirer quelque chose, parce que ça ne peut pas être autrement. En tant qu'être humain, tu as un pouvoir d'attraction qui est naturel. Tu attires quelque chose à toi en fonction, dans tes 3 centres, dans la nutrition, dans ta respiration, dans ta pensée, tu attires des choses. Une fois que tu as attiré une chose, tu vas communier avec. Ça veut dire que tu vas te mélanger. D'accord ? Il va se passer une alchimie à l'intérieur. Et en fonction de ça, tu vas devenir créatif. Étudiez ça dans votre vie à vous, vous allez voir que c'est partout, absolument partout. Tu as attiré une certaine chose, tu t'es mélangé avec et ça a eu une conséquence, ça a créé. Ça peut être un couple que tu as créé comme ça, mais tu formes aussi un couple avec ton travail. Tu as attiré un certain travail, il y a une sorte de communion d'alchimie qui se passe avec ton travail, toi dans ton travail, et tout ça crée une situation que tu vis aujourd'hui. Il faut que tu étudies ces lois-là pour t'éveiller à leur impact et leur réalité dans ta vie. C'est vraiment ton intérêt de faire ça. Tu vas être plus heureux. Tu vas être plus conscient si tu commences à t'éveiller à ces fonctionnements-là. Finalement, le corps physique de l'homme, c'est un catalyseur d'énergie. Il attire des choses et il génère des énergies très très fortes. Chacun de nous, chaque être humain, à cause de son corps, il est dans cette situation-là. Chacun de nous attire des choses et rayonne des choses, les génère. Conscient ou inconscient. Moi, je pense que nous sommes largement éduqués pour être inconscients de ces processus-là et les vivre à notre insu. Donc, quand tu as un corps physique, moi j'ai un corps physique, je pourrais croire que je suis un humain, que je suis libre et que je suis vivant, puisque mon corps physique bouge. Mais notre éducation matérialiste, elle a comme oublié de nous dire que c'était la vie intérieure qui était plus importante. On nous a dit, oui, tu as un corps, donc tu es vivant. Pourtant, tu peux avoir un corps physique et être mort à l'intérieur. Tu peux être complètement inconscient de ce qui se passe.
Ça veut dire que tu vas attirer des choses et rayonner des choses sans t'en rendre compte. Ou pas. Tu peux aussi avoir très peu d'échanges et te sentir vide, te sentir mort. Hein. Donc si vous enlevez la vie intérieure qui est subtile dans un être humain, il reste quoi? La vie physique? C'est pas grand-chose. Hein. Ça sert à animer un système économique peut-être, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc quand on oublie ça et qu'on devient inconscient, parce qu'on nous a éduqués d'une certaine façon, eh bien on devient de très bons clients. L'industrie peut nous raconter, ou les religions avant, pouvaient nous raconter absolument n'importe quelle imbécilité, puis nous on y croyait. On était inconscient. On ne se rendait pas compte des processus qu'il y avait à l'intérieur de nous. Et on peut faire des choses qui sont antinaturelles. Vous voyez aujourd'hui, ça c'est une publicité que j'adore des années 50. Vous avez vu cette femme? Elle n'a jamais touché un grain de blé ou un champignon. C'est pas une agricultrice, hein. On s'entend, c'est pas une fermière. Elle n'a jamais touché une vache de sa vie. Elle considère que c'est sale, que la nature est sale, que la terre c'est sale. Hein? Elle nettoie tout chez elle. Elle veut pas un grain de terre. Elle veut pas entendre elle veut pas entendre le bruit des animaux. Elle veut pas sentir l'odeur d'une ferme. Elle veut juste la viande. Mais elle ne veut pas la vie de la viande, de l'animal. Elle veut juste la viande. Et vous voyez comment elle s'est fabriqué un personnage avec sa petite tenue toute propre, sa coiffure parfaite, son maquillage parfait, ses mains très propres. Elle ne veut même pas toucher la viande. Eh bien, il y a tout un monde qui lui sert de la viande comme sous cellophane et qui lui dit, hein, c'est l'argument, c'était toute une campagne de pub pour le cellophane dans ces années-là. C'est Dupont qui a inventé le cellophane. C'est eux qui ont inventé le téflon aussi, vous savez, le téflon qu'il y a dans les poêles, hein, qui est extraordinairement toxique. On retrouve le polluant du téflon au pôle Nord et au pôle Sud. Et c'est un polluant qui est indestructible, qui est quasiment éternel. Il a une durée de vie indéterminée. Et donc cette femme-là, elle se dit que c'est mieux. Vous voyez, elle a tellement perdu la relation avec la nature et la réalité qu'on lui vend de la viande sous plastique, elle trouve que c'est mieux. Et vous voyez, l'argument de la publicité, c'est qu'on va lui donner de la meilleure viande comme ça. Mais elle le croit. Hein. Vous imaginez, pour qu'un publicitaire soit capable d'écrire ça, c'est qu'il se dit que ses clientes vont vraiment le gober. Elles sont tellement bêtes qu'elles vont le croire. Je peux lui écrire ça. Votre viande est meilleure. Aujourd'hui, on sait que la viande industrielle est moins bonne pour la santé que la viande naturelle biologique. Mais il a fallu combien de décennies pour ouvrir les yeux? Donc finalement, quand on est déconnecté de l'intérieur de soi-même, même les choses les plus naturelles, les plus évidentes, les plus simples, eh bien, on les oublie complètement et on fait des choses qui sont antinaturelles, destructrices, toxiques, qui nous rendent malades. Alors, aujourd'hui, on est dans une époque où justement, on bute contre un mur avec cette technologie, ces produits chimiques et tout ça, cette industrialisation. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui sont en réaction par rapport à ça parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on cherche autre chose. On se dit que justement, on ne veut plus de la viande industrielle sous cellophane. On est quelques décennies plus tard. Mais finalement, quand tu es dans un réflexe et dans une réaction, tu n'es pas forcément rationnel. Hein. D'ailleurs, un réflexe de survie, vous savez ce que c'est un réflexe de survie? Mais ce n'est pas fait pour durer longtemps, hein. Ce n'est pas un mode de vie. Tu ne peux pas dire je vis en réflexe de survie. Tu vas mourir si tu fais ça. Eh bien, je trouve que souvent dans le domaine de l'alimentation, on est en réaction, en réflexe par rapport à une situation qu'on voit qui est complètement hallucinante, qui n'a aucun sens. Hein, vous avez déjà vu des vidéos sur l'abus qu'on fait aux animaux, la production industrielle où on pulvérise plein de cochonneries dans la nature et tout. On est en réaction. Mais des fois, ça peut faire qu'on a une attitude qui n'est pas forcément rationnelle. Et surtout, quand tu es en réaction par rapport à quelque chose, tu n'es pas calme. Tu ne prends pas de recul. Tu es dans l'instant, hein, dans la réaction. Tu n'es pas serein et donc tu ne te rends pas compte de toute l'implication et de tout ce qui se passe. Tu vas souvent aller juste dans les apparences. Tu peux devenir orthorexique hein, avec cette attitude. Parce que tout d'un coup, tu prends peur.
Tu dis, mais attends, c'est dangereux pour la santé, c'est mauvais pour la santé, il faut que je mange bien, sinon je vais tomber malade, je ne veux pas avoir de cancer. Puis ça peut devenir à son tour une maladie. Le problème qu'on voit de l'alimentation, il est extérieur. Tu vois un problème extérieur, tu vois la pollution, tu vois les produits chimiques, tu vois les choses toxiques et tout ça, tu vois l'obésité, hein, le fast-food et tout ça. C'est extérieur, c'est quelque chose de matériel, d'accord? Et si tu n'as pas de vie intérieure, parce qu'on ne t'a pas éduqué, on ne t'a pas aidé à prendre conscience de toi-même, tu vis uniquement dans les choses à l'extérieur, tu n'as pas accès, conscientisé tout ce qui se passe à l'intérieur, tu es uniquement dans les actes, d'accord? Eh bien, tu vas localiser le problème à l'extérieur de toi. Du coup, tu vas chercher à régler le problème à l'extérieur. Tu vas vouloir agir pour régler le problème à l'extérieur. Tu es concentré sur le problème. Et pendant ce temps-là, tu n'es pas concentré sur toi-même à l'intérieur. Ta vie intérieure ne s'éclaire pas. C'est pas parce que tu prends conscience d'un problème à l'extérieur que ça t'éclaire à l'intérieur, pas du tout. Tu te projettes encore plus dans le problème et la situation. Quand tu es coupé de ta vie intérieure, tu vas chercher des solutions à l'extérieur, nécessairement. Donc là, je vous ai mis 3 illustrations, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous avez ces blancs de poulet de la marque Carrefour en France. Et vous voyez, en gros, c'est écrit que c'est bio. Je ne vois pas vraiment la différence entre la viande sous cellophane industrielle que la dame des années 50 achetait et ça. Et je ne suis pas certain que biologique, c'est-à-dire vivant, ce soit ça, ce soit vivant. Ça veut dire que tu vas acheter ce produit-là, ces blancs de poulet bio, pourquoi? Parce que toi, tu auras moins de produits chimiques dans ton corps. Donc c'est pour toi, physiquement. Tu te dis peut-être que les poules sont un peu mieux traitées. Mais enfin, en attendant, elles ont fini là. Elles ont fini dans ta barquette. Tu ne sais pas vraiment comment c'est produit, quel est le cahier des charges du bio. Je vous ai mis le logo là, de l'USDA, c'est le bio américain. Hein, parce que le cahier des charges, vous le regardez, c'est très très souple. Il y a plein de choses qui... Vous voyez ce camion qui pulvérise ces fraises? C'est des fraises biologiques. Hein. Il les pulvérise avec des produits qui sont autorisés par le gouvernement américain pour la culture bio. Est-ce que vous trouvez que cette culture de fraises a l'air biologique? Ces fraises, elles vont traverser toute l'Amérique pour arriver dans d'autres pays. Elles auront créé une pollution fondamentale, mais quand elles arrivent dans ta boîte en plastique, c'est écrit dessus « fraises biologiques », organiques. Donc vous voyez, on en arrive à créer du biologique par préoccupation légitime, mais qui n'a pas vraiment toute la mesure de ce que ça devrait être le biologique. Donc vous voyez, en cherchant une réponse à l'extérieur, tu dis, bon, je vais moins prendre de produits chimiques parce que c'est pas bon pour la santé. Eh bien, par exemple, tu vas acheter des fraises qui viennent de l'autre côté de la planète, mais elles sont bio. Tu vas acheter, quand on habite au Canada, on trouve des cerises du Chili. Vous vous rendez compte la distance en avion pour transporter des cerises qui viennent du Chili jusqu'au Canada? C'est énorme, hein, la pollution que ça crée. Mais dessus, c'est écrit biologique. Alors bien sûr que c'est meilleur pour ta santé et que le champ a été probablement moins pollué que de l'agriculture industrielle conventionnelle. Mais je ne suis pas certain que ce soit la pleine réponse au problème. Je vous dis jusqu'à l'absurde parce que j'ai pris, j'imagine que cette femme, elle se nourrit de prana. Et donc elle dit, je ne mange plus. J'ai élevé mon taux vibratoire, je n'ai plus besoin de manger, je respire du prana et ça suffit. Voyez ? Pour moi, c'est un excès de réaction à une situation. C'est excessif, c'est complètement excessif. On déconnecte complètement de la réalité. Donc du coup, quand tu penses à nourriture, alimentation, même alimentation vivante, toi tu penses à des choses dans une assiette. Non ? La nourriture, elle est là. Elle est dans ton frigidaire, elle est dans le magasin, elle est dans ton panier d'épicerie, elle est sur ta table, dans ton assiette. La roue médecine des Esséniens, elle te montre que la vie avec un V majuscule, elle est à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas trouver la vie à l'extérieur de toi.
Donc si tu te nourris que à l'extérieur de toi, en pensant que ça te donne la vie, que ça t'apporte la vie, que ça t'apporte la santé, tu es complètement tourné vers l'extérieur. Parce que, je vais te poser la question autrement, qu'est-ce qui dans ta vie intérieure t'apporte la vie et la santé? Où est à l'intérieur de toi la vie et la santé et l'énergie? C'est où à l'intérieur de toi? Probablement qu'on ne t'a jamais incité à chercher la réponse et à essayer d'expérimenter pour trouver c'est où à l'intérieur de toi. On va toujours t'inciter à aller le chercher à l'extérieur. Et en faisant ça, tu vois ce cercle rouge, c'est par exemple des fraises bio. Tu vas chercher une réponse, mais tes fraises bio, elles n'ont de bio, bio ça veut dire vie, hein, vivant. C'est pas la vie ces fraises-là. C'est pas elle la vie. Si tu penses que ta vie elle est dans tes fraises bio, tu te trompes. Parce que c'est pas la vie avec un grand V majuscule. Hein. Donc tes fraises qui sont pourtant bio, qui ont été peut-être faites avec amour, elles deviennent vides de substance. Parce qu'elles sont vides de la vie à l'intérieur de toi. Est-ce que tu mets ta propre vie dans tes fraises bio? Quelle vie tu projettes dans ta nourriture? C'est pour ça que Peter Donoff à Ivanov enseignait le yoga de la nutrition, c'est-à-dire que de manger en conscience. Il voulait essayer d'éveiller la vie intérieure. Parce qu'il voyait bien ce qui arrivait comme époque. Hein. Ce sujet-là, le sujet de l'énergie, je t'ai dit d'où vient ton énergie à l'intérieur de toi et l'énergie à l'extérieur, c'est très très lié à l'électricité. Quand l'électricité est apparue dans nos sociétés modernes, évoluées, technologiquement, industrialisées, l'électricité tout d'un coup est apparue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la nuit, on peut éclairer et on peut continuer à vivre comme si c'était le jour. Pourtant, le corps, lui, devrait entrer en sommeil. C'est la nuit. Nous, on veut dire non, c'est la nuit, mais pour nous, c'est le jour et on va continuer à travailler plus et plus longtemps. Je veux vivre plus que la réalité. La réalité, quand il fait nuit, c'est que tu devrais rester tranquille au coin du feu et puis dormir. Ça, c'est la réalité. Mais nous, on ne veut pas la réalité. On veut vivre plus. Voyez? Et dans la fiche que je vous ai montrée des années 50 où on disait manger du sucre pour fournir plus, c'est très révélateur de la mentalité. Je dois faire plus que le réel. Mon corps est épuisé? Non. Mon corps n'est pas épuisé, je vais le pousser plus loin. Et vous avez par exemple les boissons comme le Coca-Cola, le Pepsi qui ont été créées pour ça. Hein. Coca-Cola, au début, c'était vendu en pharmacie. C'était une boisson de pharmacie. C'était une boisson thérapeutique, énergétique. Quand tu étais épuisé, en convalescence, tu allais t'acheter du Coca-Cola dans les pharmacies pour avoir un boost d'énergie. Parce que dedans, il y avait de la caféine, et puis du sucre et d'autres choses. Donc, vous voyez, d'abord, on a eu toutes ces boissons sucrées. C'est que on a complètement changé d'attitude. On s'est dit que l'énergie venait des boissons énergisantes, des boissons sucrées. Alors bien sûr, vous avez l'évolution avec aujourd'hui les boissons d'énergie, là, qui sont bourrées de caféine et tout ça. Et je trouve que c'est tout à fait révélateur de l'attitude qu'on a par rapport à la vie. Vous avez tous ces enfants qui sont chacun sur leur appareil électrique, isolés dans leur bulle. Ils ne veulent pas forcément vivre la réalité. Ils veulent vivre autre chose que le réel. Mais c'est nous qui avons produit ce monde. À partir du moment où on a dit aux gens « prenez du sucre pour fournir plus », on a créé un monde complètement irréel. Irréel. On n'est plus dans la réalité. Quand tu as perdu conscience qu'à l'intérieur de toi, il y a la source de la vie et de l'énergie réelle, tu vas automatiquement la chercher à l'extérieur. Quand tu n'as pas d'amour à l'intérieur, tu vas le chercher à l'extérieur. Quand il te manque quelque chose à l'intérieur, tu vas toujours le chercher à l'extérieur. C'est obligé. Et nous, à l'échelle de la planète, d'une civilisation industrialisée, on a fait ce mouvement-là d'un vide intérieur, d'une absence intérieure. Et donc, on est complètement projeté vers l'extérieur et on cherche la vie, la nutrition, l'alimentation et l'énergie à l'extérieur. Et c'est une attitude très liée à l'électricité et la lumière électrique, c'est la manifestation parfaite de cette attitude. Il fait nuit, eh bien nous les humains, nous décidons que non, il ne fait pas nuit, il fait jour.
Donc à l'échelle de notre société globale industrielle occidentale moderne, on a choisi ce chemin-là et la lumière électrique manifeste parfaitement ça. Hein, je rentre chez moi, il fait nuit, j'appuie, il fait jour. C'est moi qui décide. Et j'aime beaucoup en anglais, comme on dit électricité, en langage courant on dit power, c'est le pouvoir. J'ai de l'électricité, ça veut dire que j'ai du pouvoir. L'avènement de la lumière électrique et de l'électricité, ça a été un changement majeur dans l'évolution de l'humanité occidentale industrialisée. Les turbines se mettent à tourner tout seules, les machines tournent toutes seules. Vous voyez, on n'est plus dans la réalité du tout. Et le sucre, les boissons énergisantes sont tout à fait la même attitude. Le café, la caféine, c'est d'aller chercher une énergie que tu n'as pas. Si tu ne l'as pas, c'est qu'il y a une raison. La nature ne te la donne pas ou tu as déjà tout utilisé. Tu dois apprendre à gérer ce que tu as. C'est le fonctionnement de la dette et du crédit qui aujourd'hui est mondial. Les pays entiers vivent sur la dette et le crédit. Tout ça vient de la même façon d'être, la même attitude par rapport à la vie. Je ne l'ai pas dans la réalité, je vais le fabriquer. Je n'ai pas la vie, je n'ai pas l'énergie, je vais la prendre à l'extérieur. Si une chose n'est pas reliée au divin, reliée à la source de l'univers, elle est nécessairement séparée et elle est autonome comme une tumeur cancéreuse dans un corps. Le corps n'alimente pas réellement. La tumeur cancéreuse, elle doit s'organiser elle-même pour vivre en autonomie, en dehors du corps. Si tu es plus branché à la source d'énergie universelle, tu vas devoir faire tourner une turbine pour générer ta propre énergie artificielle. Et si vous regardez aujourd'hui, on a énormément cette attitude par rapport à l'alimentation, par rapport à la vie en général. On veut de l'énergie même quand on n'en a pas, à tout prix. Et les démarches envers les produits naturels, l'alimentation vivante, l'alimentation végane et tout ça, souvent elles partent, je trouve qu'elles ont pour origine le même mouvement. Je n'ai plus d'énergie, je n'ai pas assez de quelque chose à l'intérieur, donc je vais aller le chercher à l'extérieur. Finalement, nous aussi, on peut devenir des coques vides parce qu'on n'a pas une vie qui vient de l'univers, on a une vie artificielle et on devient complètement dépendant de ça. Donc par nature, cette tumeur cancéreuse ou cette coque vide qui n'a pas d'énergie qui vient de l'univers, elle est très instable au niveau énergétique. Elle a des yo-yo d'énergie, donc elle a sans arrêt besoin de remonter son énergie. Alors je vous ai pris des exemples ici que je trouve frappants. Il y a toute une industrie qui vient pour nous dire « Tiens, voilà de l'énergie, voilà de la vitalité. Tiens ». Alors vous voyez cette femme parfaite, elle est jeune, elle est belle, elle est sportive, et elle mange des fruits et elle a tellement d'énergie et de vie à l'intérieur d'elle. On te la met sur un plateau, on te la vend. Dit, regarde, toi aussi tu pourrais être comme ça, plein d'énergie et de vitalité. Mais pourquoi tu voudrais être comme quelqu'un d'autre? C'est parce que toi-même tu n'as pas de vitalité à l'intérieur, tu vas la chercher à l'extérieur. Regardez ces fabricants de vitamines. Ils ont appelé leurs produits vivants, point d'exclamation. Ils veulent vous dire quoi? Ils parlent à des zombies. Tiens, voilà un peu de vie. Voilà une recharge, ton téléphone cellulaire a plus de batterie, voilà une petite batterie portative pour que ça fonctionne encore un peu. On fabrique une vitamine et on l'appelle vivant, point d'exclamation. À qui tu vas donner quelque chose de vivant, point d'exclamation? À quelqu'un qui est mort. Qui c'est qui veut la vie? C'est celui qui ne l'a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un certain point de vue, on ressemble à des zombies qui vont chercher tous ces suppléments et toute cette alimentation vivante. Et puis vous avez bien sûr les industriels qui s'engouffrent dans le filon. J'adore je ne sais pas ce que c'est, un produit de Garnier, la compagnie Garnier. C'est ça, c'est un shampoing détox. Et vous voyez, j'adore ces deux mots, original, remedies, ça veut dire remède originaux. Remède original, on te dit deux mots clés. Original, parce que toi tu veux quelque chose d'original à l'intérieur. Tu vois, on veut te parler d'essentiel. Donc on utilise ce mot. Et remède, parce qu'on sait que tu te sens malade. Prends ce shampoing, tu vas guérir. On te vend la guérison parce qu'on sait que profondément à l'intérieur de toi, tu sens un vide, une absence, un manque.
Puis bien sûr le thé vert, parce que c'est la grande mode du thé vert. Alors vous voyez, c'est par mode, par vague. Le thé vert, c'est génial, c'est antioxydant, c'est bon pour la santé. Tout le monde se rue vers le thé vert, sans se soucier des conséquences d'ailleurs. Mais si tu vas vers le thé vert, qui ne vient probablement pas de ton jardin d'ailleurs, tu vas prendre le thé vert, regarde quelle est ton attitude intérieure et ta démarche quand tu vas vers le thé vert. Est-ce que c'est pour avoir de l'énergie, parce que c'est bon pour la santé? Tu vois, tu vas encore vers l'extérieur de toi-même, chercher une réponse à une situation intérieure. Sinon, tu n'aurais pas besoin de thé vert. Ou alors, le thé vert pousserait dans ton jardin. Donc, la nature te le donnerait directement. Vous voyez la relation que tu entretiens avec ces choses-là? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas boire de thé vert, ou qu'il ne faut pas prendre de vitamines, ou qu'il ne faut pas acheter de shampoing Garnier. Ce n'est pas ça le sujet. Ce que cherche un Essénien, c'est à s'observer et à se voir tel qu'il est pour se rapprocher de lui-même le plus possible. Voyez l'idée? Je ne suis pas en train de dénoncer des choses en vous disant ça c'est mal, ça c'est négatif, pas du tout. On veut éclairer, on veut comme enlever de la poussière sur quelque chose pour le voir tel qu'il est. Tu dois éclairer tes fonctionnements intérieurs, tes rapports avec les choses. Ça, je ne sais pas si vous voyez bien ce que c'est à l'écran. C'est une montagne de poissons en Afrique. Donc il y a 2 ouvriers en bottes qui sont dessus, en train de les prendre à la pelle et de les faire monter sur un petit tapis roulant. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire là? Des oméga 3. Des bons oméga 3 pour vous, mes amis. C'est bon pour la santé. C'est anti-inflammatoire. On va aller chercher dans l'océan, on va extraire quelque chose de l'océan pour nous. Parce qu'on a un manque, un vide, un problème, et on va aller le chercher à l'extérieur. Toute cette industrie, vu qu'elle est séparée de la vie divine, de la vie universelle à l'intérieur, elle est automatiquement basée sur la mort, la séparation. C'est sa nature. Vous vous souvenez, l'industrie, c'est le petit rond rouge à l'extérieur. Là, on recherche des solutions à nos problèmes. On est séparé de l'universalité, de l'origine, du divin. Donc nécessairement, c'est la mort, la séparation, la fragmentation. On va prendre ces poissons, on va les écraser dans des presses, on en extrait le gras, et puis avec le reste, je ne sais pas ce qu'on fabrique. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une solution à des problèmes? Est-ce que vous pensez que c'est de l'alimentation vivante? Mettons même que tu manges ce poisson cru, tiens, vivant. Est-ce que c'est une alimentation vivante dans le sens que c'est relié à la vie universelle? Non. C'est quelqu'un qui n'a pas de vie et qui veut prendre la vie à l'extérieur pour continuer à vivre. Vous voyez l'attitude différente? Donc voilà, vos oméga 3 viennent de là. Alors, je ne vous montre pas le reste de l'industrie des suppléments, mais c'est du même acabit. Sachant que les oméga 3 sont bons pour la santé, effectivement, puis qu'il faut en prendre dans certaines circonstances. Mais vous voyez, c'est l'attitude qui change tout, qui est le cœur du sujet. Alors finalement, tu te dis, mais je dois manger quoi alors? Quelle diète je dois suivre? Quelle alimentation? Quel livre? Quel conseil? Est-ce que je mange selon mon groupe sanguin? Est-ce que je dois suivre maintenant, c'est la nouvelle mode, la diète cétogène? Je dois passer en diète keto et manger que des protéines et du gras et plus de glucides? Il y a toujours des nouveautés qui arrivent. Mais les nouveautés, elles défilent à l'extérieur, dans le rond rouge. On cherche toujours quelque chose parce qu'en fait, on n'a rien à l'intérieur de nous. Et vous voyez, on a vu au début, on parlait d'alimentation. Et vous avez vu que l'alimentation, c'est à tous les niveaux. Tu nourris tes sentiments, tu nourris tes pensées, tu nourris tes désirs. Tu as des échanges dans tous ces mondes-là. Eh bien, vous regardez le mode de vie occidental, c'est énormément de changements, de modes, d'évolution, tout le temps, on n'arrête pas le progrès. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre, tout le temps des nouvelles choses, des choses à jeter. C'est fini, c'est dépassé, il faut la nouveauté. On a une relation à la vie qui est vers l'extérieur et qui est tout le temps dans le prendre, essayer de s'accaparer. Et en faisant ça, sans arrêt, on va de plus en plus vers l'extérieur. Donc vous avez des modes. Des phases, des passes. Pendant quelques années, telle chose est extraordinairement à la mode, puis après on n'en parle plus.
Il y a une nouvelle diète, un nouveau régime, une nouvelle façon de manger qui est la bonne. Mais en fait, ça va toujours de plus en plus vite. Vous avez remarqué comme maintenant les choses durent très peu de temps. Avant, une mode, ça durait 10 ans. Hein. Puis maintenant, c'est quelques années, vraiment, ça va de plus en plus vite. La diète cétogène, je ne sais pas pendant combien de temps ça sera autant à la mode. Sûrement que cette conférence, dans quelques années, les gens ne sauront même pas de quoi je parle, la diète cétogène. Vous voyez? C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps à renouveler. Parce que la vie nous échappe de plus en plus. Donc, à travers tout ça, on vit des pseudo-vies. C'est valable à travers énormément de choses. Hein. Qu'est-ce qu'on aime dans les choses naturelles? Pourquoi on est tellement attiré vers le naturel? Partout, hein, la nature, la nature. On nous vend beaucoup la nature, puis on en a besoin. Les gens de plus en plus vivent dans des villes. Hein. Plus de la moitié de l'humanité maintenant est urbaine. Par contre, on va beaucoup se promener, faire des randonnées, faire des sports. On va en vacances, on fait des choses à l'autre bout de la planète pour essayer d'entrer en contact avec la nature. Qu'est-ce qu'on cherche dans la nature? On cherche l'éternité. On veut justement sortir de ce rapport constant où il faut tout le temps se renouveler, se changer, où tout change en permanence. Vous aimiez quelque chose quand vous étiez jeune, mais ça n'existe plus aujourd'hui. On ne fait plus les choses de cette façon-là. D'une génération à l'autre, on ne se comprend plus. On ne parle plus le même langage, on n'a plus les mêmes objectifs, les mêmes intérêts. Quand on se rapproche de la nature, on cherche quelque chose qui est fixe, qui est fiable, qui ne change pas. Ça fait du bien, quelque chose qui ne change pas. Quand on regarde un paysage, on se dit il était là il y a 1 million d'années. Ça fait comme du bien. On sort de cette course effrénée. Là, je vous ai mis une illustration de la récolte des olives en Grèce, hein, sur une céramique qui a 2500 ans, par exemple. Et puis, quelqu'un en ce moment en Grèce qui est en train de récolter les olives. Rien n'a changé. Ça fait du bien. On se dit, ah, il y a quelque chose qui est fixe, qui est stable. Je pense que le corps, lui-même, il n'aime pas la nouveauté, il n'aime pas le changement. Il n'aime pas, ce n'est pas sa nature. Le corps, il se situe dans un temps énormément, beaucoup plus long que ce que nous on perçoit. Les changements génétiques, par exemple, ça met des générations à se faire. Le corps vit dans un temps beaucoup plus lent. Donc toi, tu as l'impression que ta vie est à toi et qu'elle est délimitée, mais pour le corps, pas du tout. Parce que toi, tes parents, ton enfant, c'est la même chose. Il vit dans un temps beaucoup plus long que toi. Lui, il a besoin de choses de rythme naturel. Par exemple, il déteste l'électricité. Il déteste la lumière électrique. Il déteste que tu ne suives pas les rythmes de la nature dans laquelle tu vis. Et en réalité, on a des problèmes qui sont artificiels, chimiques. Il n'y a que la réalité, le réel qui peut résoudre les problèmes artificiels. Si tu as trop d'artificiel, il faut que tu aies plus de réel. Mais le réel ne se trouve pas dans les shampoings Garnier, ni dans les pilules Vivant. Le réel, il se trouve à l'intérieur de toi. Si toi, tu n'as pas d'accès à la réalité à travers une carotte, tu vas faire comment? Qui peut t'expliquer, te faire toucher le réel? Dis-moi. Tu n'as pas d'accès au réel à travers ton propre corps. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans des spas. Tu essayes absolument de retrouver un moment de contact avec toi-même, tellement tu es désespéré. Donc si tu manges des graines germées, que tu as une alimentation vivante, que tu fais des smoothies, des choses comme ça, hein, tu es vegan par exemple, tu manges sans gluten, sans produits laitiers, sans œufs, sans allergènes, bon à la fin il ne reste plus grand chose, hein, peut-être tu respires du prana, mais que par ailleurs tu te nourris de choses qui viennent de ce genre de monde, hein, les actualités, les informations, les journaux à potins, ce qui se passe dans le monde, qui a divorcé, qui s'est marié, qui a trompé qui, quelle est la nouvelle voiture, quel est le score de l'équipe de football. Si tu te nourris de ces choses-là, ça sert à quoi de te nourrir de choses essentielles, véganes, comme des germinations? Ça n'a pas de sens parce que tu veux nourrir ton corps d'une façon parfaite, parce que tu as lu les écrits esséniens par exemple, qui parlent des graines germées, mais par contre ton corps intérieur, tu le nourris de quoi? Ton corps énergétique, tu vas le nourrir de quoi? La nourriture subtile énergétique, elle est encore plus réelle et importante que ta nourriture physique. Regarde, des fois, tu vas dans des pays qu'on qualifie de pauvres et de pas développés, et tu trouves des gens qui mangent un peu n'importe comment, qui vivent un peu n'importe quoi, qui font moins attention que toi à l'hygiène et tout ça, mais qui finalement sont beaucoup plus vivants et qui ont une très grande vitalité.
Dans ces pays-là, ils n'ont pas de problème de baisse de fertilité d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de clinique de fertilité dans ces pays-là. C'est nous les Occidentaux qui avons une baisse de fertilité au point que même des jeunes femmes de 25 ans, elles ont besoin d'insémination artificielle aujourd'hui. Ça fait peur, hein. Alors, il est où le manque de vitalité? Vous voyez, je trouve que cette illustration, elle est représentative. On ne veut pas vraiment le voir, ça. Mais les jeunes générations sont pétries de ce genre de films, de musique, de clips vidéo, d'images, d'Instagram. Pétries, complètement pétries de ce genre de choses. Vous voyez là, c'est qu'un exemple. Puis, je ne veux pas dire que c'est pas bien, hein. Je dis qu'il faut regarder les choses comme elles sont et étudier la vie. Vous avez systématiquement maintenant l'association déjà de la féminité avec la violence et le meurtre, c'est automatique, et c'est une preuve d'évolution et de pouvoir féminin, d'être capable de tuer. Et vous avez aussi beaucoup l'association de la beauté, de la candeur, de la pureté virginale, avec les choses les plus atroces et sordides et sanguinolentes. Et les jeunes générations sont énormément nourries, ils se nourrissent énormément de ça. Or, on sait qu'on mange, on devient ce qu'on mange. Ce qu'on mange nous constitue, nous influence. Donc, ça veut dire que leur corps intérieur, leur corps subtil, leur corps énergétique vont être de plus en plus constitués de ces visions-là, de ces images-là. Et ils vont se construire de cette façon-là. Quelque part, là, on voit la nouvelle Ève, la nouvelle femme, la femme moderne. Vous voyez, ces jeunes femmes qui sont assises sur le trône de fer. Et vous les voyez dans des films allègrement égorger des gens, être recouverts de sang et tout ça. N'attire pas à toi, la règle de l'eau qu'on étudie, n'attire pas à toi ce qui est laid, nauséabond et mort. Le beau est la splendeur du vrai. Qu'est-ce qui est laid? Le mensonge. Ce qui n'a pas de vie, pas de réalité. N'attire pas à toi ce qui n'est pas réel. Est-ce que la pilule qu'on a vue tout à l'heure, alive, vivante, est-ce qu'elle est réelle, cette pilule? Elle n'est pas réelle. Ce n'est pas la réalité. Les oméga 3, ils ne sont pas réels. Ce n'est pas du poisson que tu pêches. Tu comprends? Ce n'est pas la réalité. Bon, nauséabond est mort, mais communie tous les jours en conscience avec la vie. Elle est où la vie? Elle n'est pas dans ton assiette. Ce n'est pas vrai. Ceux qui te disent « mange vivant », et tu vas être mieux, c'est vrai, bien sûr, ils ont raison, mais ce n'est pas du tout le fond de la démarche, ce n'est pas la question fondamentale. Encore une fois, dans certains pays qui ont pas du tout les mêmes problèmes que nous, les gens mangent un peu n'importe quoi et ils sont dans une grande vitalité. Alors, ce n'est pas nécessairement dans l'assiette. Communie tous les jours en conscience. Alors déjà, la conscience, il faut que tu la travailles. La conscience, ce n'est pas un acquis. Communie tous les jours en conscience avec la vie. Est-ce que tu vas communier avec ton smoothie? C'est ça ta vie? Ou est-ce que tu sais où est la vie avec un V majuscule à l'intérieur de toi? Comment tu fais pour communier en conscience? Dis-moi. Comment tu fais? Est-ce que le matin, vite, tu regardes ton téléphone ou tu allumes la télévision pour avoir les nouvelles, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie? Là, tu veux être vivant, tu veux savoir ce qui se passe dans le monde? C'est ça la vie? Tu communies avec la vie? Ils font des éditions de journaux maintenant dans la télévision toute la journée, au cas où il se passe quelque chose. Comme ça, à minuit, de 7 h du matin à minuit, tu es au courant. Puis vite, le matin, tu veux savoir s'il s'est passé quelque chose dans la nuit. Les jeunes, aujourd'hui, vous leur enlevez leur téléphone et tout, ils ont l'impression de ne plus être vivants. Mais vraiment, ce n'est pas une farce. Ils ne sont plus vivants, pour de vrai, parce que leur vie est totalement projetée dans ces objets électroniques et ces façons de se relier. Dernière partie de cette règle de l'eau, afin qu'elle s'anime, afin que la vie s'anime en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne s'anime pas forcément. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que tu as un corps physique que tu es vivant. Celui qui t'a dit ça, t'a arnaqué, il t'a menti. Pourquoi? Pour pouvoir te vendre ces shampoings remèdes pour tes cheveux, shampoing détox. Tu t'es fait arnaquer pour qu'on puisse te vendre une pilule qui s'appelle Alive. Des boissons énergisantes pour que tu te sentes énergisé. Vous voyez?
Dis à quelqu'un qu'il est déjà vivant, que tout va bien, il va perdre son lien avec sa vie intérieure et tu vas pouvoir lui vendre tout ce que tu veux pour qu'il continue à se sentir vivant. Afin que la vie s'anime en toi. Ça veut dire que la vie n'est pas animée à l'intérieur de toi. Tu dois toi-même mettre en route ce mouvement intérieur, cette roue intérieure, afin que la vie s'anime en toi. Tu dois faire tourner cette roue. Donc vous voyez, dans cette règle de l'eau, il y a deux parties. Premièrement, ne fais pas ça. Deuxièmement, fais ça. Encore une fois, ce n'est pas une obligation ou une peur ou une terreur que tu dois entretenir, c'est que c'est une architecture de la vie, une structure fondamentale, une géométrie sacrée. Si tu veux avoir, tiens, la géométrie sacrée, si tu veux la pratiquer, la mettre en pratique, au lieu de juste l'étudier, ne te concentre pas forcément sur les lignes d'énergie sur le sol et des choses comme ça. Elles existent, hein, c'est réel. Hein. Mais ce qui est plus important, c'est les lignes d'énergie sur ton sol à toi. Si tu ne sais pas où est ta terre intérieure, le réseau Hartmann n'a aucun intérêt. Donc, première étape, communie tous les jours en conscience avec la vie. La vie physique, hein, le corps est un catalyseur. La vie physique, c'est un support pour plein d'énergie, plein d'influences, plein de mouvements subtils. Donc, tu dois développer la capacité de communier tous les jours en conscience avec la vie. Et ça, c'est un mouvement vers l'intérieur. Pour l'atteindre, vous avez vu où je l'ai mis, la vie? Dans la roue médecine, l'origine de la vie avec un grand V, c'est profondément à l'intérieur de toi. Et quand tu atteins ce point, tu sais ce qui se passe? Tu touches le seul point unique, le 1, c'est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu touches la vie à l'intérieur de toi, c'est la même que la plante. Ta plante dans ton appartement, dans un petit pot, c'est la même vie. C'est la même que ton voisin que tu détestes. C'est la même que ton grand-père. C'est la même que la montagne, que la rivière, que le soleil, que les carottes, que tout ça. C'est la même. Donc tu as un point de contact et de jonction avec tout ce qui est autour de toi et qui t'entoure. Tu vois la vie complètement différemment. Et du coup, cette vie, elle t'alimente de l'intérieur. Et tu vas avoir beaucoup d'énergie à l'intérieur de toi. Donc, même si tu as besoin peut-être des vitamines live pendant un moment. Vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas. Tu as peut-être besoin d'oméga 3 en ce moment dans ta vie. Mais tu ne vas pas les prendre en pensant que c'est ça la vie. Peut-être que tu t'es couché très tard et que le lendemain tu travailles, que tu as absolument besoin de prendre un café parce que sinon tu ne vas pas tenir ta journée. Mais tu n'as pas le même rapport au café. Tu ne prends pas un café pour faire plus. Vous voyez? Tu prends un café de façon ponctuelle parce que tu en as besoin et que la plante, elle te fait un cadeau. Elle te fait cadeau de la caféine. Mais tu ne vas certainement pas développer une industrie de la boisson énergisante. Vous voyez? Ça n'a aucun rapport. Tu n'en auras pas besoin. Tu as à l'intérieur de toi la vie. Si tu réussis à communier en conscience avec la vie, elle va s'animer, c'est-à-dire qu'elle va partir du centre vers l'extérieur et tout va s'animer à l'intérieur de toi. Tout va s'animer. Tu n'auras plus du tout cette relation, tu ne seras pas décentré pour aller chercher à l'extérieur. Alors Jésus, il a dit « Je suis le pain de vie ». Quand il était dans le désert, le diable le tente et Jésus dit « Tu ne te nourriras pas uniquement de pain ». Ça veut dire que la nourriture n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de toi. Et donc le diable est en échec. Il a voulu le faire sortir de son centre et se projeter à l'extérieur. Il a échoué parce que Jésus est un être extrêmement centré, connecté à l'intérieur. Et donc Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Mais alors voyez, ceux qui ont fabriqué la pilule du christianisme artificielle à l'extérieur pour la donner, et que tout le monde s'est précipité dessus pour essayer de se sentir vivant, ils nous ont dit « C'était Jésus le pain de vie ». Bien sûr que Jésus était un pain de vie parce qu'il était un être relié au divin à l'intérieur, donc il était vivant. Mais si tu fais de Jésus une hostie à l'extérieur, en rouge, le cercle à l'extérieur, tu vas aller sans arrêt le bouffer. C'est ce dont je vous ai parlé dans une autre de mes conférences. Jésus disait « Je suis le pain de vie », mais ça ne veut pas dire que c'était que lui. Toi aussi, tu peux devenir le pain de vie dans ta vie. D'ailleurs, je te le conseille. Alors, est-ce qu'il faut être
crudivore, végétarien, vegan, omnivore, flexivore, respirer du prana. Est-ce qu'il faut faire une diète cétogène? Est-ce qu'il faut manger des graines germées? Est-ce qu'il faut manger cru, vivant? C'est quoi la diète parfaite? Avec le regard essénien que je vous ai donné, avec cette règle de l'eau qui me structure dans ma vie, vous voyez que ma relation avec la nourriture, elle est complètement différente. Et souvent, je trouve que ce sont des fausses questions. Si tu te demandes qu'est-ce que tu dois manger, ça veut dire que tu ne le sens plus, tu ne sais plus. Tu es tellement séparé de ton corps que ton corps ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit manger pour être en santé. Mais tu as déjà vu des animaux dans la nature lire le guide alimentaire canadien pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent manger et combien de calories ils ont bouffé aujourd'hui? Non mais sérieusement. Alors si nous sommes des animaux évolués comme on nous dit, où est le problème? À quel moment nous avons perdu la capacité de savoir ce qui était bon pour nous? Vous l'avez vu, le moment où l'homme il est sur le chariot avec sa femme, avec ses engrais chimiques, hein, il lui promet monts et merveilles, où tous les humains se sont rués pour rentrer dans ces immeubles en béton, ces cages à lapins. Vous avez vu ces moments-là? Les humains ont complètement perdu la boussole, complètement perdu le nord. Hein. Ils se sont tellement décentrés de l'intérieur qu'ils n'ont plus de contact, même avec leur propre corps. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'être trop matérialisé, densifié dans nos corps. C'est qu'au contraire, on est à côté, à l'extérieur de nos corps. On se comporte comme des étrangers, on est comme des extraterrestres, et notre corps, il doit subir ça toute la journée. On lui fait subir des rythmes non naturels, on lui exige de lui des choses pas naturelles, on le soumet à des stress qui n'ont aucun sens, tout ça juste pour produire de l'argent, parce qu'on nous a mis dans un système, et après on ne sait pas quoi manger, et après on cherche, on s'achète des pilules à live, et on boit des boissons énergisantes, et on regarde la télévision pour avoir l'impression qu'on est avec quelqu'un et qu'il se passe quelque chose dans notre vie. La terre où tu vis te nourrit. Moi j'adore cette idée de consommer local, des productions bio, locales, vivantes, pour être sûr qu'on mange des choses déjà qui polluent moins, et puis qui sont de là où on vit. Je trouve que c'est une super belle façon de voir. Mais si tu n'as pas de contact avec ta terre intérieure, tu vas savoir d'où vient ta nourriture parce que tu dis j'habite dans telle région, je mange local. Mais toi, à l'intérieur de toi, est-ce que tu es local? Elle est où ta terre intérieure? Est-ce que tu sais où tu habites? Est-ce que ta terre intérieure te nourrit, mon ami? Ta terre intérieure t'a nourri de quelle pensée aujourd'hui? Ou alors, tu t'es nourri des pensées que t'ont fourni Internet, Facebook, les actualités. Ta terre intérieure a fait apparaître à l'intérieur de toi quel fruit dans ton cœur qui a provoqué quel sentiment qui t'a nourri. Est-ce que tu comprends de quoi je te parle ou je te parle chinois? Si je te parle chinois, tu as un problème. Tu peux dire que tu manges vegan local peut-être, mais pour moi, tu ne manges rien. Tu manges des choses à l'extérieur en pensant que c'est vivant, mais tu ne manges pas la nourriture à l'intérieur, donc tu n'es pas vivant. Donc tu peux manger de l'alimentation vivante, tu peux faire germer des graines. Alors vous voyez, hein, les graines germées, c'est très représentatif. Les Esséniens, à l'époque de Qumran et tout ça, étaient obsédés par le grain germé. Peter de Nof en a parlé toute sa vie. Hein, le grain de blé, faire germer le grain, tout ça. C'était une concentration, une méditation intense. Le grain, c'est le divin à l'intérieur. Si tu ne sais pas où il est, déjà, ça va être difficile. Et puis, la règle de l'eau te dit, tous les jours, communie en conscience avec la vie. Si tu ne nourris pas le grain de blé, il ne va pas germer et grandir. Tu ne pourras pas devenir qui tu es. C'est quelque chose que tu dois faire tous les jours. De la même façon que tous les jours tu dois manger, cuisiner, eh bien tu dois cuisiner à l'intérieur de toi et tu dois te nourrir de quelque chose qui te vient de l'intérieur. Le reste n'est qu'un détail. Mange ce que tu veux. Si tu te nourris de ta vie intérieure et que tu es relié au divin en toi,
tu vas naturellement être attiré vers les aliments qui sont bons pour toi. Et probablement que tu ne seras plus du tout attiré par de la bouffe industrielle. Comme ces supermarchés. C'est des lieux ignobles. C'est parce qu'on est habitué, hein, je vous assure, on y va depuis qu'on est petit dans les grands supermarchés. Mais c'est des lieux d'une laideur épouvantable. Si on les voyait avec les yeux des esprits de la nature, c'est d'une laideur. Vous voyez toute cette bouffe qui a été produite par personne. Il n'y a personne qui a fait ça. Personne n'a touché ces aliments. C'est de la plante, de la graine plantée à la récolte, à l'emballage, c'est uniquement des machines. Le morceau de viande, personne n'a jamais caressé cette vache. Personne ne l'a appelée par un prénom. Personne. Elle n'a jamais vu d'être humain. C'est ignoble. Elle a été des graphiques sur l'ordinateur d'un exploitant agricole moderne. Elle a été vendue aux enchères par ordinateur. Elle a été abattue par des machines, découpée par des machines, transportée, mise sous cellophane et on te la pose dans ton assiette. C'est ignoble. On te vend de la merde. Je suis désolé d'être vulgaire. On te fait manger de la merde. Alors, vous voyez, c'est pathétique parce que sur Internet, on voit des choses sur l'alimentation vivante, mais c'est une farce. Mais je comprends le désir et la volonté de justement vouloir sortir de ce théâtre des horreurs. Les supermarchés, c'est des crimes contre l'humanité, sous nos propres yeux, avec des sourires sur les boîtes. Et on nous fait commettre des crimes contre l'humanité et contre la nature. On nous fait détruire l'humanité, l'animal, le végétal, le minéral. Et on paye pour ça en plus. On nous fait commettre sans arrêt ces actes-là. Si tu es séparé de ce qui est essentiel en toi, du centre de ta roue médecine, et que tu es tourné vers l'extérieur, tu vas automatiquement attirer ce qui est laid, nauséabond et mort. Ça ne peut pas être autrement. Vous voyez? Donc la règle de l'eau nous incite à arrêter ça, on arrête ça, et tous les jours en conscience, on communie avec la vie pour l'animer à l'intérieur de nous. Si la vie est animée à l'intérieur de toi, tu vas aller dans un supermarché et tu vas... C'est pas intellectuel ce que je vous dis, hein, c'est pas mental, c'est pas parce que tu as vu une vidéo sur YouTube, mais tu vas le sentir avec tes tripes, tu vas te dire mais qu'est-ce que je fous là? Et tu vas t'enfuir en courant. Tu vas te dire mais jamais je vais donner ça à mes enfants, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, tout le mouvement aujourd'hui de dire on fait notre propre bouffe, on fait notre pain, on essaie de retrouver un lien, ça c'est génial. Mais vous voyez, ce n'est pas suffisant si c'est à l'extérieur. La vie intérieure va engendrer des comportements et des prises de conscience extérieures. Et tu sais quoi, tu n'auras pas besoin d'un livre pour te dire qu'est-ce que toi tu dois manger. Mais tu vas savoir ce que tu dois manger. Le chemin des Esséniens, c'est un chemin profondément individualisé, libre, intérieur. C'est certainement pas une obéissance, par exemple, à des lois. Il y a des règles de l'eau, mais ce n'est pas pour y obéir parce qu'on a peur. C'est de l'étude, c'est de la méditation, de la digestion. Tu digères ces lois, tu les comprends, jusqu'à ce que ça te parle de l'intérieur pour que tu deviennes autonome. Vous voyez, il n'y a personne. Si tu es essénien, il n'y a pas un autre essénien qui va dire « Ah, je t'ai vu au supermarché, c'est interdit. Hein. » Vous voyez, ça, parce que sinon, c'est encore quelque chose d'extérieur. C'est impossible. Ça doit devenir de l'intérieur, ça doit faire tellement partie de toi parce que tu l'as mangé. Ça fait partie de toi, c'est une sensibilité naturelle. Est-ce que tu irais, toi, pêcher des poissons pour avoir des oméga 3? Ça n'a aucun sens. On est en train de vider les océans parce que nous, on a de l'inflammation, parce qu'on mange n'importe quoi. C'est vraiment hallucinant. Hein. Vous voyez, il y avait la mode des foies de requin. L'huile de foie de requin, c'est un super produit pour le système immunitaire, pour les gens qui ont le cancer notamment. Ben, on vide les océans, il n'y a plus de requins. Vous voyez, tout est comme ça. À chaque fois, on se projette sur le nouveau remède, la nouvelle chose miracle, et puis après, on fait n'importe quoi. On attire à nous ce qui est laid, nauséabond et mort, parce qu'on est complètement décentré. Donc même en voulant la nouvelle plante, le nouveau remède, la nouvelle chose,
on crée systématiquement des catastrophes et des déséquilibres. Parce qu'on ne fait pas la deuxième partie de la règle de l'eau. Tous les jours, va vers l'intérieur, communie en conscience avec la vie. Comment on fait? Vous voulez que je vous montre comment on fait? Bon, alors ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, la conférence s'arrête là. Puis nous, on va faire une pratique. Je vais vous montrer une des façons que les Esséniens utilisent pour tous les jours communier en conscience avec la vie et l'animer à l'intérieur d'eux et retrouver ce grain divin à l'intérieur. Ça vous plaît? Oui. On y va.